Bien, ben, écoutez, bonjour à tous. Alors, je suis très contente que vous soyez là parce qu'en France, il y a une majorité féminine et en Algérie, une majorité masculine. C'est extraordinaire. Et on commence fraîche, on Bon. On arrive à faire une place. Alors, je me présente, Amel Chabati, je suis présidente du Cercle des Amis d'Assia Djebar, que j'ai fondé en 2005 à la suite d'une lecture bouleversante. Ce cercle donc existe depuis 8 ans à Paris et la région parisienne. Il a comme principe de réunir des lecteurs, essentiellement des lecteurs, avant qu'ils soient des spécialistes autour de l'œuvre d'Assia Djebar. Et le second principe est d'être toujours nomade, ce qui nous permet d'être aujourd'hui ici à Tizi Ouzou. Il y a 2 jours on était à Alger et dans 2 jours nous serons à Sidi Bel Abbès. Donc ce cercle a pour principe donc, comme je disais tout à l'heure, de réunir des lecteurs, et essentiellement des lecteurs. On organise des rencontres tous les 2 mois environ. Alors, soit on organise une lecture ou une projection. Nous pouvons aussi inviter des intervenants, qu'ils soient des cinéastes, des universitaires ou un simple lecteur qui vienne nous parler d'une œuvre de l'écrivain. Ou alors, nous avons eu le plaisir d'inviter Wassila Tamzali ou Nordine Saadi, par exemple, pour citer les auteurs algériens, qui nous parlent à la fois de leur travail, mais aussi de leur lien ou de leur point de vue autour de l'œuvre d'Assia Djebar. Donc le but, c'est de traiter aussi des thématiques qu'on va retrouver dans cette œuvre, à savoir la femme, l'histoire, la littérature, la langue maternelle, etc. Alors, comme on existe depuis 8 ans, donc ce cercle qui ne s'appelait pas le cercle au départ, mais le club de lecture Assia Djebar, avait une existence informelle, c'était volontaire, pour 2 raisons, parce que j'ai beaucoup de difficultés à gérer tout ce qui est administratif, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de m'occuper de la littérature plus que des démarches administratives. Donc jusque-là, j'avais pu éviter de lui donner une existence formelle, mais c'était aussi de ne pas institutionnaliser, entre guillemets, ce cercle. Seulement, au bout de quelques années, les idées commençaient à s'élaborer au fil du temps et au fil des rencontres. Et nous sommes arrivés à l'idée de construire une journée d'études en 2010. Et à ce moment-là, il fallait avoir une inscription à la préfecture, et donc on s'est organisé en association depuis 2009. Alors nous avons organisé cette journée d'études à laquelle Assia Djebar était l'invité d'honneur, mais on l'avait reçue en 2007, elle nous avait offert une magnifique soirée littéraire qui avait duré presque jusqu'à l'aube. Il a fallu que le patron du restaurant nous chasse pour que ça s'arrête. Parce que comme on sait, Assia Djebar, une fois lancé, c'est très difficile de l'arrêter, et puis ses lecteurs sont très exigeants, ils ont envie de l'écouter en permanence. Voilà, donc nous avons organisé une journée d'études qui avait pour principe de donner la liberté d'expression aux intervenants que nous avions invités à ce moment-là, à savoir exprimer la subjectivité de leur lecture et de leur analyse de l'œuvre d'Assia Djebar. Donc le défi, c'était de proposer à nos invités de parler librement de l'œuvre. Donc au lieu de se cacher derrière la théorie, comme nous avons souvent tendance à le faire, étant psychologue, lorsque j'écris un article, très souvent je cite Freud. Donc pour les littéraires, nous avons chacun nos références, ce qui est normal, mais ce qui est un peu triste, c'est que le lecteur, nous sommes tous d'abord des lecteurs, et bien l'expression du lecteur ne trouve pas sa place dans l'écrit, parce que on pense toujours que pour donner
du poids un article, il faut se soustraire. Et bien là, le défi, c'était de faire le contraire, c'était de donner la place au lecteur avant tout. Et donc, ça a été une expérience difficile pour certains, surtout les universitaires, de s'exprimer à travers cette œuvre. Et finalement, l'expérience a été formidable, puisque il y avait beaucoup d'émotions, et c'est le propre de la littérature, c'est d'abord l'émotion. Et il y avait aussi un échange entre les intervenants, mais aussi entre le public et les intervenants. Et étant donné que l'écrivain était présente, il y a eu une espèce d'interaction où tout le monde finalement a participé à cette journée sans rendre qui que ce soit passif. Alors, à l'issue de cette journée, j'ai voulu continuer cette expérience, mais à travers un écrit et à travers un ouvrage. Et c'est comme ça donc qu'est né Lire Assia Djebar avec un point d'exclamation. Alors c'était la même démarche, inviter des auteurs, des lecteurs d'Assia Djebar à écrire spontanément, librement, la subjectivité de leur lecture. Alors, donc il y a eu 10 auteurs, il y a 10 auteurs qui se sont réunis de 4 coins du monde, des États-Unis, du Japon, de Djibouti, d'Algérie, de France. Et ces auteurs-là, sans qu'ils se connaissent, que j'ai eu donc la joie de coordonner à travers Internet, hein, tout s'est passé via Internet, par mail, donc autour de cette idée d'exprimer librement l'expression de sa lecture. Alors le résultat est, vous verrez, est vraiment formidable, puisque nous avons donc aujourd'hui la chance, je ne viens pas avec tous les auteurs, mais je suis accompagnée d'Anne-Marie Carté, qui est plasticienne, qui donc est là avec moi pour présenter le livre. D'abord, on a commencé à Alger, et puis donc nous sommes là aujourd'hui. Elle vous parlera tout à l'heure de son travail. Donc Anne-Marie Carté est plasticienne et poète. Nous avons donc eu une contribution avec des illustrations et des poésies. Nous avons également la participation d'un comédien qui a eu donc l'occasion de lire l'œuvre d'Assia Djebar en public. Donc il donne aussi son regard. Qu'est-ce que ça implique de lire cette œuvre en public, quelle résonance ça peut faire aussi. Nous avons également parmi nous la traductrice japonaise, la première traductrice japonaise qui a traduit L'amour, la fantasia, et qui parle de l'expérience de la traduction de cette œuvre. Comment est-ce qu'une japonaise qui n'a rien à voir avec l'Algérie, qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas la langue, comment est-ce qu'elle peut arriver à faire ce travail de traduction, et pourquoi finalement l'utilité de cette traduction. Nous avons également une psychologue qui est une Française d'origine algérienne, qui parle de ce ressourcement à travers cette œuvre, qui lui a permis finalement de découvrir l'histoire, qui a été tue par ses parents, eux-mêmes migrants, qui n'arrivaient pas à expliquer le pourquoi de leur départ de l'Algérie et leur implication pendant la guerre de libération, etc. Donc cette littérature va lui permettre finalement de se ressourcer et d'avancer dans sa réflexion concernant la question de l'identité. Il y a aussi notre amie djiboutienne qui a découvert Assia Djebar à travers le cercle des amis d'Assia, qui a découvert l'œuvre à travers notre cercle en le fréquentant un jour. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une similarité avec Abdelrahman Wabiri, et donc elle a proposé de faire plus une étude, disons, littéraire, de comparative entre l'œuvre de Abdelrahman Wabiri et donc Assia Djebar. Et nous avons un autre auteur qui
lui a été extrêmement marqué par le dernier roman d'Assia Djebar, Nulle part dans la maison de mon père. Le pourquoi, sûrement parce que cet auteur, né en Algérie, français d'origine, français d'Algérie, comme on les appelle, a retrouvé son enfance à travers ce roman-là, et a retrouvé aussi surtout cette division, en tout cas des mondes, entre ceux qu'on appelait les indigènes, donc les Arabes et les Européens. Donc il a été vraiment extrêmement touché par ce roman. Et puis, j'oublie personne, donc une auteure, deux auteurs américaines, une qui est l'ancienne assistante américaine d'Assia Djebar à New York University, qui va parler de son expérience et de sa rencontre personnelle avec l'écrivain, et puis aussi ce cheminement à travers son œuvre, et l'autre auteure qui est franco-américaine, qui réalise à quel point cette œuvre va lui permettre de découvrir une histoire qu'elle n'a pas apprise dans les écoles françaises. Bon, voilà. Après, il y a mon intervention. Alors, la mienne, elle est bien évidemment... c'est difficile de parler de soi tout d'un coup. Ça concerne précisément la question de la transmission. Tout à l'heure, on m'a demandé pourquoi Assia Djebar. Justement parce que c'est une œuvre qui m'a bouleversée de par son contenu, forcément de par l'écriture poétique, qui nous touche dans sa chair, dans sa peau. C'est une écriture vraiment qui est très proche du corps, et c'est très difficile de ne pas la ressentir dans son corps. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un roman précis qui m'a bouleversée, le Vache et la prison, qui aborde un point précis qui concerne le rapport des hommes et des femmes en Algérie. Ce sujet précisément abordé dans ce roman m'avait beaucoup bouleversée, et qui m'avait donc poursuivi des mois et des mois, et je me suis dit, la lectrice que je suis n'a jamais été bouleversée par aucun des auteurs, aucun des écrivains de cette façon-là, et donc il fallait faire quelque chose. Je crois que l'œuvre d'Assia Djebar, je pense que tout le monde la connaît ici, je n'ai pas besoin du tout de la présenter. L'œuvre d'Assia Djebar, en tout cas, comme vous avez compris, la lecture est très subjective. Il peut y avoir un excellent écrivain et pourtant on ne va pas du tout l'apprécier. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'aime pas le style, mais c'est surtout que ça ne rentre pas en résonance avec soi-même. Et voilà pourquoi on est touché par un auteur, entre autres, quand on n'est pas un spécialiste, un universitaire, on n'étudie pas le texte de façon universitaire. Eh bien, je crois que l'œuvre d'Assia Djebar m'a poussé vraiment, elle m'a donné envie de créer un club de lecture, un espace de rencontre. C'est vraiment une œuvre qui m'a donné envie de rencontrer les autres et de travailler avec les autres. Et je crois vraiment que depuis 8 ans, c'est en permanence ce que je fais avec les autres. Et c'est une œuvre grâce à laquelle j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient finalement envie aussi de partager. Et je crois vraiment fondamentalement que c'est une œuvre qui m'a donné envie d'être dans la créativité. Voilà. C'est vraiment l'œuvre qui me donne envie d'être dans la créativité. Alors, nous avons, vous savez, une fois qu'on élabore un projet, en tout cas on a l'idée d'un livre, le deuxième défi c'est de trouver un éditeur. Alors ça c'est la démarche secondaire qui est, disons, la seconde partie du travail, qui n'est pas la plus simple, parce que voilà, il faut savoir convaincre, il faut savoir attirer un éditeur, le convaincre avec un travail, ce qui n'était pas chose aisée, puisque c'est un ouvrage collectif, c'est pas un roman, c'est pas un essai,
c'est pas une histoire, enfin voilà, c'est un ouvrage très particulier qui est inclassable, hein, parce que il n'a pas de début, il n'a pas de fin, on peut le lire en commençant en milieu, on peut le commencer à la fin comme en arabe, on peut le commencer en français. On n'a pas voulu du tout lui donner... bien sûr, il y a des fils conducteurs, mais il n'y a pas une suite logique, puisque chacun écrit de son côté. Et pourtant, il y a un fil conducteur. Ce fil conducteur, ce sont des extraits de l'œuvre d'Essia Djubal qui vont permettre, choisis par les auteurs, ces extraits permettent aux lecteurs de notre ouvrage de découvrir Assia Djubal quand on ne la connaît pas, bien évidemment, ce qui permet de donner une idée de son écriture. Et puis surtout aussi d'avoir une petite idée, mais toute petite idée du choix, disons, de la sensibilité de l'auteur aussi. Voilà, une petite idée, parce que voilà, c'est pas du tout une idée générale. Donc Anne-Marie Carté, la chance, la providence m'a permis de la rencontrer. Et comment ça s'est passé? Eh bien, un jour, elle m'a contactée pour m'informer qu'elle a donc fait un tableau magnifique en hommage à Assia Djubal. Et lorsque j'ai vu ce tableau, j'ai été vraiment bouleversée. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a enfin compris Assia Djubal comme je la comprends, à savoir qu'on n'est pas du tout dans les clichés habituels, on n'est pas du tout dans le folklore, on n'est pas du tout dans l'exotisme, on est dans un travail de créativité, c'est-à-dire toujours dans la transformation, ce qui est le propre du travail d'Assia Djubal. Et donc, je lui ai proposé de participer à ce collectif. Elle a répondu très vite, favorable. Donc on a cette magnifique couverture du livre, plus des poèmes que vous présentera tout à l'heure. Mais c'est pas seulement ça, c'est quand même grâce à elle aussi qu'on a trouvé notre formidable éditrice, puisque elle-même cherchant un éditeur pour ses poèmes, finalement elle parle de mon livre et elle oublie son travail à elle. Et du coup, je rencontre cette éditrice au Salon de Paris et puis le contact est très vite passé. Elle a consulté le manuscrit à la diagonale, je lui ai parlé, apparemment j'ai su la convaincre. Et quelques jours après, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle retenait notre manuscrit. Puis ensuite a commencé une aventure éditoriale absolument remarquable, puisque c'est mon premier ouvrage, même s'il est collectif. Et là, ça a été tout un travail de correction, et ça a été un travail de complicité formidable, puisque l'éditrice a voulu en faire vraiment aussi un travail d'art, puisque, comme vous verrez, donc on a vraiment un très beau livre. Voilà, et puis elle a participé avec aussi un écrit, hein, l'éditrice, qui ne connaissait pas Assia Djubal, qui la connaissait que de nom. Elle a fini par tout lire avant de continuer cette aventure, et elle en était tellement frappée qu'elle-même a écrit une petite biographie d'Assia Djubal, que je vais me permettre de lire un extrait. Je ne lirai pas tout, hein, parce que c'est un peu long. Lire Assia Djubal, c'est être embarqué. C'est aussi la tentation de dépasser notre finitude, en faisant retour sur le passé. Réhabiter l'enfance et en faire le deuil. C'est être en partance continuée, dans une rive nous bat lancinante. De deux continents, l'Afrique et l'Europe. De deux pays, l'Algérie et la France. De deux cultures, arabo-berbère et occidentale, de deux genres, le masculin et le féminin, de deux temporalités, le passé et le présent, de deux espaces, l'intérieur et l'extérieur. Voilà, donc le livre est sorti en France en octobre de l'année dernière. Nous avons fait quelques salons. Notre dernière grande manifestation autour de ce livre qui a pu réunir 6 auteurs sur l'ensemble, puisque les autres vivant à l'étranger, c'est très difficile de les faire venir du Japon ou de Djibouti.
Et ça s'était déroulé au Centre culturel algérien dans le cadre de l'exposition d'Anne-Marie Carté, qui avait fait une magnifique exposition en hommage aux auteurs algériens. Alors, avant de lui donner la parole, je voudrais me permettre de vous lire quelques extraits de cet ouvrage collectif pour vous donner un peu l'esprit de notre livre. C'est à la fois un livre qui voudrait rendre hommage à l'écrivain Assia Djebbal, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, Assia Djebbal, je l'ai découvert pratiquement par hasard, et j'avais 21 ans. Je ne me souviens pas, peut-être la mémoire m'a trahi, mais en tout cas, je ne me souviens pas qu'on me l'ait enseigné à l'école, puisque toute ma scolarité jusqu'à 21 ans s'était effectuée en Algérie. On ne m'avait jamais parlé d'elle, et je l'ai découvert par hasard en 92 ou un peu plus tard, 93, avec le roman Loin de Médine, qui à l'époque était édité dans une maison d'édition algérienne, je crois une maison d'édition nationale, l'ENAD ou quelque chose comme ça. Et voilà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que finalement, quand j'ai découvert cet écrivain, et je me suis rendu compte que toute son œuvre était éditée en France, et pas du tout ici, ça a été pour moi une très très grosse colère, parce que je me suis rendu compte qu'on nous avait quand même caché pas mal de talents algériens, et puis surtout qu'on ne mettait pas en valeur nos intellectuels. Et il a fallu que j'aille très loin pour que je découvre que nous avions des intellectuels très importants en Algérie, et que même si il faut être ouvert vers les intellectuels étrangers, ce qui est nécessaire, il faut aussi connaître nos intellectuels, être nourris de notre littérature, de notre théâtre, de notre poésie, etc. Et malheureusement, je réalise après coup qu'il y a eu beaucoup de censure. Donc cette colère-là aussi a motivé la création de ce cercle, et ce livre voudrait rendre hommage à notre écrivain, Assia Djebbal. Mais le deuxième, comme j'expliquais tout à l'heure, le deuxième but, c'est de mettre en valeur la créativité du lecteur, ce qui est pour moi très important, puisque l'art, c'est justement la capacité de transformation. Comment est-ce qu'une œuvre littéraire va permettre à des lecteurs d'être eux-mêmes aussi dans un processus de créativité, de transformation. Donc on va peindre, on va écrire, on va produire de la poésie, de la littérature, etc. Et je dois avouer que je n'ai jamais pensé un jour écrire la moindre ligne, et que l'œuvre d'Assia Djebbal m'a quand même beaucoup soutenue pour me mettre dans cette démarche d'écriture. Alors j'aimerais vous lire un petit extrait de l'article d'Hervé Sanson, qui est un diplômé de littérature française et francophone. Son article s'intitule « Cet appel tremblait à l'autre ». Alors, l'écriture d'Assia Djebbal ne cessa de me stimuler dans mes propres questionnements, jusqu'à mon propre mutisme, lorsque le mûrissement de certaines problématiques ne souffre pas de logorée, de coulées scriptuaires. Exude alors le silence. Les mots de tendresse d'une femme, Assia Djebbal, ont irradié sous mes yeux et m'ont libéré, me faisant l'offrande d'une histoire qui m'avait été scellée, dérobée, l'offrande d'une terre dont j'ignorais tout, m'ont touché ému. Je touchais alors l'Algérie, entamé ce mouvement d'appropriation sans fin. Nul doute que ces mots ne peuvent connaître de terme, ils sont angésines de l'avenir. Alors, la deuxième la deuxième contribution plutôt est attribuée à Patrick Poteau, qui est comédien, qui a l'habitude de lire dans le cadre des activités du cercle des Amis d'Assia Djebbal des extraits de cette œuvre.
Et lorsque je lui ai soumis ce projet, donc il me dit, moi j'aimerais bien écrire ce que je ressens de ma lecture publique. Alors il dit ceci, au sujet de la lecture. Un livre peut faire du bruit, mais ne produit pas de son. Dans notre société, la lecture est une pratique le plus souvent solitaire et silencieuse. Alors lire à voix haute et pour un public nécessairement, cela déplace, cela dérange, cela dérègle un peu l'usage. L'adresse comme l'écoute s'expose, se hasarde, prend des risques. L'oralité est toujours plus une performance qu'une compétence. La voix vive qui court, qui ricoche, cascade sur le lit des mots muets doubles, déborde l'écriture. La voix ajoute du corps, de l'obscur, du confus, le contingent du singulier. Contrairement à l'écriture, la voix adressée ne se reprend pas, ne se corrige pas. Elle est l'instant de la proximité, de l'immédiateté, immergée dans l'ici et maintenant de la présence. Un peu plus loin, il dit ceci. Ma propre voix d'homme, articulant les paroles de la femme, actualisée par le truchement de ses mots à elle, l'expérience du mutisme. Ce faisant, je rendais audible à ce quoi il consentait au-delà de la compréhension immédiate du sens. Il avait lu Les femmes d'Alger dans leur appartement. Nous avons un extrait de Jenny Dumont, qui est l'ancienne assistante américaine à New York University, qui écrit ceci. J'ai croisé Assia Djebar pour la première fois en Louisiane dans le cadre du séminaire Vanishing Orient, initié par la sociologue marocaine Fatima Mernissi. J'étais alors étudiante. J'avais un attrait particulier pour les écrivaines venues du Maghreb, car elles avaient une approche du féminisme différente de l'approche occidentale. Quelques années plus tard, j'étais devenue l'assistante d'Assia Djebar à New York, où je préparais en même temps une thèse de doctorat sur les relations hommes-femmes à travers son écriture romanesque. Se rappelant de nos premières rencontres auxquelles mon compagnon turc m'accompagnait, elle me disait avec un air taquin que mon attirance pour l'écriture des femmes du Maghreb, en tant qu'américaine, relevait de l'exotisme en lien avec ma vie privée. Je refutais cette idée. Aujourd'hui encore, malgré les années qui passent, sa vision innovatrice sur les relations hommes-femmes continue inlassablement à nourrir ma réflexion. Ensuite, nous avons Anne Donadé, qui est franco-américaine, professeure à l'université aux États-Unis. Elle avait participé à notre journée d'études en 2010. Donc c'était un papier qu'elle avait donc proposé lors de cette journée. Alors, son rapport à l'œuvre. L'œuvre d'Assia Djebar. Une écriture qui me parle de mon histoire, celle de la colonisation française, dont je ne sais rien, dont on ne m'a rien appris. Ensuite, il y a mon texte, donc, que j'ai intitulé Le miracle de la langue au service de la transmission. J'ai écrit ceci. Bien longtemps après lecture et relecture, j'ai compris après coup la véritable cause de mon choc littéraire. L'œuvre d'Assia Djebar a contribué à transformer radicalement le cours de ma pensée et ma manière de regarder le monde. Jusque-là, mon regard était celui qui m'a été imposé par l'idéologie familiale, religieuse, institutionnelle et politique. Une pensée basée essentiellement sur l'endoctrinement à laquelle j'adhérais sans critiquer et sans jamais rien remettre en cause, comme si le savoir profane et le savoir sacré ne faisaient qu'un. Alors j'arrive à notre amie japonaise, Kyoko Ishikawa, qui a traduit, comme je disais tout à l'heure, L'amour, la fantasia. Donc c'est la première traductrice japonaise qui parle de son expérience de traduction. La première traduction en japonais d'Assia Djebar, L'amour, la fantasia, apparue en mars 2011,
à la suite d'un travail de traduction qui m'a demandé 3 années d'élaboration. Mondialement appréciée mais longtemps mal connue au Japon, cette écrivaine algérienne est enfin présente dans mon pays avec son premier tome du Quatuor. Il est à signaler qu'au Japon, pays quasiment monolingue, où l'on traduit le plus au monde, la traduction joue un rôle essentiel dans la présentation des œuvres littéraires étrangères. La traduction nécessite une certaine audace, car il s'agit avant tout d'apporter sa propre interprétation du texte original pour que ce dernier puisse vivre et s'animer dans la langue de traduction. Parallèlement, j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire de l'Algérie, en français, en japonais et en anglais, ceux traitant de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle et de la guerre d'Algérie en particulier. Pour le lexique arabe, j'ai eu entièrement recours à un arabisant japonais. J'espère qu'un jour nous aurons l'article d'un auteur qui aurait traduit Essed Djebar en arabe ou en berbère, Temazir, ça serait formidable. Alors, notre ami Ibo Momin Asoué, qui est djiboutienne, qui a fait un travail comparatif entre Essed Djebar et Abdelrahman Wabiri, a écrit ceci. J'ai rencontré l'œuvre poétique et poignante de l'auteur franco-algérienne grâce au cercle des amis d'Essed Djebar et à ses manifestations culturelles et littéraires. J'ai ainsi découvert les fictions d'un auteur engagé qui explore en profondeur les séquelles de la mémoire algérienne, les blessures de la colonisation et les résistances souterraines des femmes. Et enfin, Max Wegeriter, qui a été particulièrement touché par le dernier roman d'Essed Djebar. Il résume ainsi ce roman d'éducation au féminin, nulle part dans la maison de mon père, met en scène le conflit entre modernité et tradition. Fille d'un instituteur algérien formé à l'école de la laïcité républicaine, l'héroïne reçoit une éducation qui la destine à devenir une femme moderne, alors même que son père lui inculque la honte et la peur patriarcale du corps féminin. Elle puisera dans les ressources d'énergie léguées par ses ancêtres femmes pour devenir elle-même. Elle demeurera cependant hantée par le sentiment d'avoir été coupée des sources arabes et berbères de sa culture. Voilà, disons, les 10 auteurs, enfin quelques petits extraits pour vous donner un peu une idée de l'ouvrage. Lorsque Wassila Tamzali donc la projection de ce film, donc on a les témoignages d'un écrivain qui reste extrêmement proche de cette production cinématographique, donc je vous invite à découvrir cet entretien extrêmement précieux. Voilà ce que je peux vous dire à propos de cet ouvrage collectif. Je vais laisser Anne-Marie Carté parler de son travail. Je vous remercie de m'accueillir ici à Tizi Ouzou. Moi j'ai rencontré l'œuvre d'Essed Djebar il y a déjà un peu plus de 25 ans. Alors, je ne me souviens plus de mon âge. Voilà, il y a déjà bien longtemps. J'étais dans une librairie à Toulouse et une amie à moi, c'était un bouquiniste. En sortant, me dit, tiens voilà, je t'ai acheté un livre, il faudra que tu le lises. C'était Les femmes d'Alger dans leur appartement. À partir de là, je me suis intéressée à cet auteur qui me touche beaucoup par son engagement sur les femmes, l'histoire. Et j'ai commencé à lire l'œuvre d'Essed Djebar. Donc mon travail de plasticienne consiste à travailler sur les auteurs littéraires. Il est en lien étroit avec la littérature en général. Je travaille beaucoup sur l'idée de la mémoire, de l'histoire. Ça peut être des auteurs algériens comme français, russes, espagnols. Mais j'ai fait tout un travail sur les auteurs algériens. Donc un jour, voilà, j'ai décidé de rendre hommage à cette grande dame. Et j'ai fait ce tableau que vous avez ici, on le voit un petit peu mieux dans le livre, il est en noir et blanc, mais sur l'écran, vous l'avez en couleur. Donc j'avais un parti pris par rapport au matériau déjà que j'ai choisi. C'est
un travail qui est fait, c'est un grand tableau, il fait 1,10 m sur 1,10 m. J'avais décidé de travailler le papier comme un matériau à sculpter, puisque c'est un écrivain, et donc je trouvais que c'était symbolique d'utiliser du papier. Voilà, le matériau premier de l'écrivain. Donc il y avait cela déjà. Il y avait aussi une deuxième chose que j'avais retenue en lisant Le Blanc de l'Algérie. J'avais vu que Kandinsky, il y avait l'ombre de Kandinsky qui planait sur cet ouvrage, et Kandinsky parle du blanc, et le blanc disait que, Kandinsky disait que le blanc c'était le silence profond de tous les possibles, et le noir c'était aussi le silence profond, mais c'était la mort. Donc j'avais décidé de le faire en noir et blanc. J'avais vu aussi une photo d'Acia Djebar que je trouvais très belle, habillée en noir et blanc à l'Académie française. Donc voilà, c'était déjà ce parti pris. Ensuite, donc, comme je vous le disais, j'avais lu les femmes d'Alger dans leur appartement, où elles parlent donc, de cet endroit clos. On voit le tableau de Delacroix. Elle fait référence à ce tableau. Donc j'ai symbolisé, ce que vous voyez à droite du tableau, c'est le mont Charabier. Je voulais aussi évoquer Acia Djebar, cinéaste, hein, il y a l'œil en bas. Et ce que vous avez sur la couverture, où on voit les deux yeux, ça évoque aussi cette partie de cet ouvrage, Les femmes d'Alger, où elle évoque Picasso, en parallèle avec Les femmes d'Alger de Delacroix. Et elle dit que Picasso, des années après, a ouvert les portes, les fenêtres et a fait danser les femmes. Donc il y a des arabesques qui évoquent aussi, le papier a un mouvement qui évoque la danse, hein, le mouvement. Et les deux yeux, ces sortes, enfin, on pourrait imaginer que ce sont des yeux, évoquent plutôt le cubisme de Picasso. Ensuite, il y a des pages, une sorte de livre ouvert, la plume de l'écrivain, et tout autour, il y a des petits papiers que j'appelle les paperoles. Les paperoles, ce sont des petits papiers que mettait Proust autour de son manuscrit pour noter des sortes de petits pense-bêtes. Alors maintenant, ce sont nos post-it à nous, on appelle plus ça les paperoles, c'était au XIXe siècle, mais j'aimais bien ce mot. Donc maintenant, ce sont les post-it. Donc ce sont tout ce que pourrait penser l'écrivain lorsqu'elle écrit des annotations au bord des manuscrits. Et ensuite, il y a des petites choses un peu ciselées. Alors bien sûr, sur l'écran, on ne voit pas les détails, hein. Il y a beaucoup de relief dans le tableau, mais ça évoque Cherchel, des ruines, voilà, qui sont symbolisées tout autour. Donc quand j'ai fait ce tableau, donc, comme vous me disiez Amel, je l'ai contacté, et j'ai fait 4 poèmes par rapport à l'œuvre d'Acia Djebar. Donc le premier parle des femmes d'Alger. Donc, je vais vous le lire. Hein. Donc, là, je parle de Delacroix et de Picasso. Alors, il y a 3 poèmes. Les 3 premiers poèmes, je reprends le titre d'un de ces romans. Je le finis par ce titre. Et le premier, c'est Les femmes d'Alger. Le deuxième, c'est La femme sans sépulture. Et le troisième, c'est Le blanc de l'Algérie. Donc, il y a ces 3 poèmes-là. Femmes d'Alger. Regard interdit. Sons coupés, mots écrits, terre des mots. Le fil ciseleur de l'histoire s'enroule et se déroule, en arabesque de larmes sculpteuses, quand la plume devient burin libérateur, révélateur, dénonciateur d'injustice. De Delacroix à Picasso, de la pénombre à la lumière, dans la blancheur tourbillonnante, l'espérance libère les corps dansants des femmes d'Alger. Donc dédié à Acia Djebar, bien sûr. Donc ensuite, j'avais lu La femme sans sépulture, qui m'avait beaucoup touchée. Et là, je parle de Cherchel et de Paris, où elle habite actuellement. Et donc, je parle de la mémoire des morts, hein, de Cherchel. La femme sans sépulture, gravée dans les volutes déployées d'ailes blessées, transmet la mémoire des mots.
dans l'épaisseur de l'écriture, des pages et des pages, livre ouvert, étalant sa courbe endeuillée sur l'encre endeuillée. De chercher à Paris, entre passé et présent, se tissent ou se retissent les liens d'un croisement d'ombre, rappelant au vivant l'aura des morts. Les portes d'un cénotaphe, aux pierres ciselées, protègent Zuliha, la femme sans sépulture. Donc dans le livre, je dois dire que l'éditrice a mis des détails du tableau pour illustrer certains passages des auteurs. Il y a une chose que je voudrais rajouter, que n'a pas dit Amel, c'est que quand elle a coordonné le livre, aucun des auteurs ne savait ce que l'autre avait écrit. On a découvert ce que l'autre auteur avait écrit le jour où on a reçu le livre, où on a publié le livre. C'était assez extraordinaire quand même, hein, parce que même nous, on a eu la joie de faire toute une découverte de l'autre. C'était des rencontres assez magnifiques. Donc ensuite, j'ai travaillé sur le blanc de l'Algérie, où je parle de Kandinsky, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le blanc, et je cite aussi Yassine Kateb. Donc le blanc de l'Algérie, de Kandinsky à Yassine, le blanc devient silence. L'âme du papier suaire se love entre les lames de papier blanc, serrées, exposant une lumière striée, taisant entre leurs interstices l'insoutenable, révélant sur leurs coupes aiguisées la fulgurance des espoirs ténus. Feuillet calligrapheur, tendu pour combattre ou étreindre, l'étincelant et cerné de noir le blanc de l'Algérie. Et ensuite, le quatrième poème, j'ai voulu le faire sur la paix, puisque Assia Djebar, sur son sabre d'académicienne, elle a, sur la crosse, elle a gravé le mot Pax. Donc j'ai travaillé sur la paix. Je cite Albert Camus, Jacques Berck, traduit le Coran, qui était un Français d'Algérie, qui était aussi engagé. Donc là, il y a effectivement un kakémono, puisque quand j'expose les tableaux avec des écrits à côté qui sont assez grands, où on peut voir de loin et l'œuvre et l'écrit en même temps. P. 4 lettres d'un désir tourmenté. Immortel. Pardon, excusez-moi. P. 4 lettres d'un désir tourmenté. Immortelle écriture, résistante et sans cesse en balancement. Impossible de taire les mots de la terre d'Algérie. Écrire, les shihad. D'Albert Camus à Jacques Berck s'entrecroisent les passages, les non-dits, les refus de l'oubli. L'histoire n'est pas lisse, elle incise des plaies incicatrisables. Des livres s'ouvrant comme de grands éventails blancs, de larges plumes d'oiseaux d'albâtre, libérant le souffle ancestral d'un coup de sabre blanc. L'épée de la paix, aussi douce que du velours noir. Le blanc, pour inscrire dans toutes les langues le mot Pax. Voilà, c'est le travail dédié à Assia Djebar. Et puis sur la langue maternelle, un travail, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un tableau qui a du relief. C'est-à-dire, moi d'où on est, on a un reflet, je ne sais pas si